Je ne t'ai pas écrit avant car je n'étais pas en paix avec cela. Je t'aurais écrit sous le coup de ressentiments qui n'auraient pas eu leur place. J'en suis désolée. Ton moment n'était pas le mien pour parler. Là, j'ai eu à cœur de t'écrire pendant une prière. Il y a eu un nettoyage de ressentiments. Je ne sais même pas pourquoi je t'écris ceci, mais voilà. Ok. Salutations Moussaillons, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous reconnaissez ce format? Moi face à vous, vous face à moi, ça veut dire qu'on va discuter. J'adore votre énergie, surtout changez pas. Bref, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de vidéo comme ça, qu'on n'a pas discuté comme ça. Et là, je viens enfin vous raconter la fameuse, la seule et l'unique story time du ghoster. Installez-vous confortablement. Prenez du thé, prenez du popcorn si vous voulez. En tout cas, asseyez-vous confortablement. Mettez le volume si vous m'écoutez avec des écouteurs. Likez la vidéo, commentez pour me dire si le format vous plaît. Partagez la vidéo, activez la cloche des notifications pour ne jamais rien manquer. Voilà. Avant qu'on parle de quoi que ce soit, il faut qu'on lui donne un nom, ok? On va l'appeler le ghoster. C'est plus simple, n'est-ce pas? On va l'appeler le ghoster. Qui est le ghoster? C'est simple. Le ghoster, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Il y a toujours des gens autour de nous que tout le monde aime. C'est-à-dire que tout le monde les trouve trop sympas, trop drôles, attentionnés, serviables, gentils. On aime les avoir à côté de nous. On aime passer du temps avec eux. Le ghoster, c'est ça. C'est vraiment cette personne-là que tout le monde aime et que jamais personne ne va soupçonner de quoi que ce soit. C'est-à-dire que s'il y a une catastrophe quelque part, on pensera à tout le monde sauf à lui. L'une des choses qui est encore très importante, c'est que le ghoster est un fervent serviteur de Dieu. C'est le genre de chrétien qui est là du lundi au lundi, qui assiste à tous les événements de l'église, que ce soit à l'église ou à l'intérieur de l'église. Du moment que ça a un rapport avec Dieu et l'église, il est là. Maintenant que vous avez son portrait en tête, comment est-ce que je l'ai rencontré? Lui et moi, on s'est rencontrés dans le cadre d'un défilé de mode. Je sais, ça fait vraiment très rencontre de stars, etc., etc. Pas du tout. J'ai une grande sœur, enfin vraiment quelqu'un que je considère comme ma grande sœur, qui organisait un défilé de mode pour mettre en avant le cheveu afro. J'étais là pour la soutenir, mais aussi pour représenter le cheveu afro en défilant pendant cette soirée. Maintenant, émotionnellement, moi, je me sentais pas très bien au moment où je l'ai rencontré. J'étais un peu perdue, je me sentais épuisée, drainée, je me posais énormément de questions. Bon, vous commencez à me connaître, hein, ça tourne tout le temps là-haut. Et il me semble que c'était en 2018. Je pense que je l'ai rencontré à l'été 2018, ouais. En plus du côté émotionnel, il y avait le côté spirituel qui était très important. Pourquoi? Parce que je me posais beaucoup de questions par rapport à ma spiritualité. Autant vous dire que dans ma tête, c'était vraiment un désordre. C'est souvent le désordre dans ma tête, mais cette période-là, c'était chaud. Cerise sur le gâteau, j'ai perdu mes amis. J'en ai gardé évidemment une, la seule et l'unique, hein, ma Priscille adorée, mais toutes mes amies, du jour au lendemain, m'ont laissé tomber. D'ailleurs, si un jour vous voulez qu'on parle des ruptures amicales, dites-le moi en commentaire, parce que je pense que ça pourrait être très important, surtout que je suis persuadée que c'est quelque chose qu'on vit tous. Parenthèse fermée. Ce défilé de mode, ça tombait vraiment comme une espèce de libération, quoi. C'était pour moi un endroit où j'allais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses. Et du coup, évidemment, j'étais enchantée de le rencontrer. Moi, quelqu'un comme ça, c'était du pain béni. J'étais ravie de le rencontrer. Surtout qu'on a été très amis au début. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas tout de suite dit « oui, on est ensemble, on sort ensemble, etc. » Pas du tout. On a été hyper amis au début. Mais quand je vous dis hyper amis, c'est hyper amis. On était très, 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 très proches. On passait énormément de temps à parler. Vous savez que parfois, les entraînements pour le défilé se terminaient. On allait s'asseoir à Place de Neuve. Les Genevois, vous savez, on s'asseyait là et on parlait pendant des heures. Mais quand je vous dis pendant des heures, c'est pendant des heures. C'est-à-dire que je pouvais sortir de chez moi à 13h pour aller aux entraînements. Les entraînements pouvaient finir vers 20h, 21h. Je pouvais rester parler avec ce mec jusqu'au lendemain, 2-3h du matin. Vraiment. En plus, si vous me connaissez, vous savez que moi, j'aime les discussions vraiment profondes. Je pose vraiment les questions. Quand je me pose les questions, vous savez, les questions... Voilà.
Je trouve que ça fait grandir. Ça permet à une relation d'évoluer et d'atteindre une dimension qui est vraiment très saine et bienveillante. Donc c'était ça qu'on faisait. On avait des conversations d'âme à âme. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on s'est un peu laissé surprendre finalement par nos sentiments. Ensuite, il y avait le côté spirituel. Lui, il était vraiment beaucoup dans l'église. Il faut aller à l'église, il faut prier, il faut voir tel pasteur, tel prophète, tel machin. Et comme j'étais dans cette quête-là spirituelle, bah pour moi, c'était, comme je vous ai dit, du pain béni. Genre vraiment, là, je me suis dit, ça c'est Dieu qui me répond. Ça, c'est Dieu qui me dit, ok, comme tu es perdu spirituellement, je t'envoie quelqu'un qui va t'accompagner, qui va t'aider. Il connaissait énormément de monde, en fait. Et donc, il y avait pas mal de choses qui étaient organisées en été, où il fallait aller. C'était des mini-séminaires, des séminaires de femmes, des séminaires, des rencontres avec des prophètes qui viennent d'autres pays. Il me semble que j'avais vu un prophète qui venait du Canada. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'était vraiment un moment où je me reconnectais avec Dieu petit à petit. Et pour me reconnecter avec Dieu, je le faisais en voyant des jeunes le faire, en voyant des personnes de mon âge le faire. J'ai l'impression que le voir lui, avoir cette relation avec Dieu, ça m'a motivée à construire une relation avec Dieu. Et ça, je pense que c'est une des plus belles choses que cette relation m'a apporté. Et donc, j'étais vraiment en mode, merci mon Dieu, merci d'avoir mis cette personne sur mon chemin parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Et du coup, tout est vraiment parti de là. On s'est mis ensemble, je pense qu'on a été très amis pendant 3 mois, je crois. Ouais, je pense 3 mois, 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et après ça, on a commencé à vivre notre relation au grand jour, quoi. On était vraiment chou, on se tenait la main, on se faisait des câlins dans la rue, bref, on était amoureux. Moi, j'étais sur un petit nuage, je m'en foutais d'avoir perdu mes copines. Super, quoi. Genre, tout allait pour... J'ai mouillé mon canapé. Ça, c'est vraiment pour dire que l'histoire, là, elle est secouée. Quand moi, je l'ai rencontré, moi, je vous ai dit ce par quoi je passais. Mais je ne savais pas exactement ce par quoi lui passait parce que justement, il ne me disait pas tout. Ça, c'est très important. Je pose ma tasse de thé parce que maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Moi, j'ai été hyper transparente avec lui, vraiment. Mais lui ne l'a pas été. Il y a énormément de choses de sa vie que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas. Il y en a d'autres que j'ai découvert avec le temps, mais vraiment sur le moment, je ne savais rien. Je ne savais que ce qu'il avait bien voulu me montrer, c'est-à-dire le fait que ce soit un fervent serviteur de Dieu. C'est tout. Donc forcément, moi je vois que le bon côté. Je me dis, jackpot, j'ai trouvé l'homme de ma vie là. Si vous me connaissez, vous savez, moi je suis pas dans les délires de l'homme de la vie. Non. For me, man of trash. Donc, pour que j'arrive à me dire, moi Andy, que j'ai trouvé l'homme de ma vie, franchement, c'est quelque chose. Et ensuite, petit à petit, il commence plus ou moins à me raconter sa vie. Les choses, en vrai, il ne m'a dit que les choses évidentes, que les choses que de toute manière j'allais finir par découvrir. La première, c'est qu'il était sans emploi. Petit aparté, lui, il ne vient pas de Genève à la base. Lui, il habitait en France voisine. Il venait d'un village là-bas où il y a les montagnes. Je suis désolée, dit comme ça, ça dénigre, mais comprenez qu'il n'était pas genevois en tout cas. Donc, il cherchait un travail. Et moi, en tant que copine investie, tu cherches un travail, je t'aide à chercher un travail. Genre vraiment, j'allais sur internet, je regardais s'il y avait des offres. Parfois, vous savez que même parfois, je rentrais dans des magasins de vêtements à Genève et je demandais, est-ce qu'en ce moment vous cherchez quelqu'un, est-ce que machin? Et si la réponse était oui, je lui disais, je lui écrivais tout de suite, écoute, à tel endroit, il cherche quelqu'un, il faudrait peut-être qu'on fasse mon CV, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. J'étais hyper investie. Quand quelqu'un n'a pas de travail, la personne n'a pas forcément de revenus. En tout cas, il me disait qu'il n'avait aucun revenu. Ce n'est pas vrai, hein, mais voilà, pendant qu'on est dans la relation, moi je ne sais pas que le fait qu'il ait aucun revenu n'est pas vrai. Il n'a pas d'importants revenus, mais il touche quand même le chômage en France. Ça fait qu'il y avait pas mal de choses que moi je prenais en charge. Il y avait pas mal de choses pour lesquelles je payais. Attention, c'était pas des choses que je payais en mode on va faire une activité, je vais payer, on va aller au resto, je vais payer, on va faire ci, on va faire ça. Non, c'était dans le sens où moi je travaillais, j'avais un très bon salaire
Et ce que je faisais, que je fais toujours maintenant, je faisais les courses à la maison, comme j'étais avec mes frères et tout, je faisais les courses à la maison, je faisais à manger et je lui faisais des gamelles parce que je me suis dit, moi je vais travailler toute la journée. Lui, plutôt qu'il dépense 23 balles à manger, je sais pas où, dans Genève, pendant qu'il cherche du taf, chez moi il y a à manger, je peux bien lui faire une gamelle. Je vous promets que sur une semaine complète, donc de lundi à dimanche, je pouvais lui faire 5 gamelles pour m'assurer qu'il mange tous les midis. Hey, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Franchement, j'étais dans ma bulle, j'étais vraiment dans ma bulle et du coup, je ne me rendais pas compte, je ne voyais pas les fameux red flags. Je ne les voyais pas du tout. Mais petit à petit, j'ai commencé à les voir. Enfin, le premier red flag, je pense, que j'ai en tête, c'est qu'il pouvait y avoir des jours, sans aucune raison, il ne va pas me calculer de la journée. C'est-à-dire que du matin au soir, je vais avoir aucune nouvelle. Pas de bonjour, comment ça va? Pas de comment était ta journée? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Rien. Et attention, c'est pas faute de moi écrire. Et mon message restait sans réponse toute la journée. Et donc quand je rentrais chez moi, je prenais ma douche, je mangeais, je passais un peu de temps en famille, vraiment en toute fin de journée. On me dit genre 22h, 23h, je relançais en mode... T'as pas vu que je t'ai écrit là? Tu joues à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je t'ai écrit, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et la personne, elle me disait, désolée, aujourd'hui, j'ai pas calculé mon téléphone. Des excuses vraiment stupides. Tout de suite après, il redevenait normal, entre guillemets. Tout de suite après, ça passait, on passait à autre chose. Je lui disais, écoute, c'est pas normal, t'es pas censé me laisser sans nouvelles, etc. Parce que je m'inquiète, je me pose des questions. Oui, j'ai bien compris, t'inquiète, je recommence plus. Et donc, il va tenir comme ça pendant 3-4 mois. Hein. Vraiment, pendant 3-4 mois, il va être parfait, si vous voulez. Il va t'écrire tout le temps, il va être là tout le temps. Et vraiment, il y a un truc qu'il faisait, c'est que... à chaque fois, je ne sais pas si c'était 1 ou 2 fois par mois, je ne m'en souviens plus, il organisait toujours un truc. Soit il m'amenait dans un super resto, soit il m'organisait une petite surprise. Moi, forcément, je me disais, tout le monde a des défauts et de temps en temps, les gens ont besoin d'une pause, ont besoin, de respirer, de se poser. Donc vraiment, c'était vraiment ça que je me disais. Le deuxième red flag, c'était le fait que petit à petit, les gens me parlaient de lui. C'était vraiment en mode, moi il a fait ça, ou moi il m'a dit ça. Et du coup j'avais beaucoup de mal à les croire parce que en face de moi j'avais vraiment quelqu'un de parfait. Il y a un jour où je lui demande, en fait tu vis où? Et il me dit, j'habite en colocation avec 2 filles, on a de très bonnes relations, c'est des relations vraiment qui sont fraternelles, c'est des filles que je considère vraiment comme ma famille, comme mes sœurs. Je sais que si vous êtes assise là, vous êtes déjà en train de vous dire, mais go, vous et moi on se connaît. Si vous êtes assise là, vous êtes déjà en train de vous dire, en colocation avec des meufs? Écoutez, moi je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je fonctionne au bénéfice du doute. C'est-à-dire que je vous laisse le bénéfice du doute. Peu importe ce qui se passe, je vous laisse le bénéfice du doute. Parce que je pense que quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met du temps, mais elle finit toujours par arriver. Donc concrètement, vous pouvez être en train de me mentir, être en train de me raconter des cracks, ce n'est pas mon problème, parce que de toute façon, la vérité va finir par éclater. Bref, donc il me dit qu'il est en colocation avec des filles et que ça se passe bien. Donc moi, au tout début, je me dis, écoute, si ça se passe bien, t'es en coloc, c'est cool. Dites-vous, je ne demande même pas à aller le voir à la coloc. Because that's none of my business. Enfin, vraiment, je m'en fous, quoi. Mais petit à petit, je sens qu'il va pas très bien. Il devient... Vous savez, le genre de personne qui, quand elle ne va pas bien, elle se renferme sur elle-même. Il est un peu comme ça. Donc, je vois qu'il commence à se renfermer sur lui-même. Donc, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu deviens froid? Pourquoi tu deviens distant? On peut en discuter. Explique-moi. Et il me dit, en fait, à la coloc, ça se passe pas très bien. Les filles, elles veulent que je paye plus que ce que je ne paye déjà. Moi je participe déjà, bref, en gros il me dit que à la coloc, on lui demande de payer des sommes qu'il n'a pas et les filles de la coloc apparemment lui mettent la pression pour qu'il puisse payer je crois qu'il m'avait dit 900 €, un truc comme ça. Il me dit, je sais pas, en ce moment elles deviennent un peu bizarres parce que je passe aussi beaucoup de temps dehors, parce que c'est vrai que quand je l'ai rencontré, je vous ai dit, il y a vraiment pas mal de choses autour de l'église, des séminaires, de Dieu, etc. Et comme lui, il est vraiment à fond dans ça, il passait toutes ses journées à faire ça. Et ça m'énervait parce que je lui disais, mec, écoute, tu n'as pas de taf. Plutôt que de faire
séminaire, prière, machin, de 7h à 7h. Consacre ta matinée à te trouver un travail et ensuite l'après-midi tu vas à des séminaires, tu vas à l'église, enfin, j'en sais rien, tu vois. Et j'étais là en mode mais t'es trop accessible, genre vraiment c'était un truc qui m'énervait. Je lui disais je trouve que tu es très accessible et quand tu es autant accessible, bah les gens ne vont pas te prendre au sérieux et les gens ne vont pas se dire que toi tu as aussi besoin de quelque chose, sauf que là tu as besoin d'un travail mais tu n'as jamais le temps de chercher un travail parce que tu es investi dans la vie des autres. Il faut que tu aides tel, il faut que tu aides tel, il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Bref, le gars était toujours en train de faire tout sauf chercher du travail. C'est normal qu'elle se plaigne. Donc moi, je lui dis ça, tu vois. Et je lui dis, par contre, les 900 €, c'est un peu bizarre, ça me paraît beaucoup. En plus, ces filles-là, elles habitaient à Annemasse, donc c'est vraiment genre France voisine. Les Genevois, vous savez ce qu'on pense d'Annemasse, ok? On n'aime pas beaucoup. Et voilà, c'est pas non plus l'endroit le plus cher de la Terre en termes de logement. Donc je me dis, 900 €, vous vivez où? Genre vraiment, moi dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi? Vous avez un 5 pièces ou quoi? Comment ça, 900 € à Annemasse? Mais il est vraiment pas bien du tout. Et pour la première fois, il pleure. Les filles, les gens qui pleurent beaucoup, la red flag. Red flag. Messieurs, je dis pas que vous pouvez pas pleurer, exprimer vos sentiments, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que quand vous pleurez pour un oui et pour un non, red flag. Et il pleurait pour un oui et pour un non et j'aurais dû comprendre que c'était un red flag. Je lui propose même de l'aider à payer. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je n'ai pas payé, mais j'ai proposé de payer. Et je vous dis de ne même pas proposer de payer. C'est clair ou pas? Magnifique. Donc je lui dis voilà, est-ce que tu veux que je paye? Est-ce que tu veux que je parle à ces filles? Genre vraiment, moi j'étais dans l'optique d'essayer de trouver des solutions, ok? Bon bref, finalement cette histoire, elle disparaît. Parce que, bah, comme je vous ai dit, il redevient normal, il redevient parfait. Donc moi du coup, l'histoire, elle me sort de la tête. Sauf que, monsieur et moi, on a un ami en commun. Là, je dis même pas une connaissance, je dis ami. Je l'ai rencontré quand je travaillais au McDo. Ouais, j'ai travaillé au McDo de Genève, au McDo de Rive, tout ça, tout ça. Bref, donc j'ai rencontré ce garçon en travaillant au McDo de Rive. Et lui et moi, on est devenus comme ça. Mais quand je vous dis que jusqu'aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui je confierais ma vie. Cet ami, on va l'appeler Junior, ok? Bon, je ne savais pas que Junior connaissait le ghoster. Surtout que Junior, je l'ai rencontré un an, peut-être, allez, ouais, à peu près un an avant de rencontrer le ghoster. Vous voyez? Donc pour moi, il y a genre aucun lien entre les deux. J'ai jamais eu l'occasion de parler de Junior au ghoster et inversement. Sauf un jour, je me balade dans Genève et comme je vous ai dit, le ghoster connaît tout le monde. À chaque fois qu'on marchait dans Genève, on devait s'arrêter toutes les 3, 4, 5 minutes. Tout le temps, on s'arrêtait. Hé, salut, hé, machin, hé, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hé, toi, mec, c'est quoi? T'es Obama? Et donc, comme à notre habitude, on marche dans la rue, mais cette fois, on tombe sur Junior. Et c'est moi qui suis toute excitée. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Junior, parce qu'on s'est rencontrés au McDo, mais finalement, nos chemins professionnels se sont séparés, quoi. Et donc, je le vois, je le prends dans mes bras, je suis hyper contente, enfin voilà, quoi. Et je vois que il me regarde, il regarde le ghoster me regarde Junior, et les deux sourient et se check, se piennent dans les bras. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Vraiment, là, je comprends pas ce qui se passe, là, ma belle. D'accord? Bref. Donc, je finis par comprendre qu'ils se connaissent. Je me dis, waouh, le monde est tellement petit. Et là, ça me fait tellement plaisir. En fait, ça me réconforte de savoir que Junior aime beaucoup le ghoster et connaît le ghoster. Et là, vraiment, ça me réconforte dans mes choix parce que Junior, c'est mon gars. Donc, vous savez, quand vous avez vos potes et quand vos potes aiment la personne que vous aimez, vous êtes saucés. C'est ce que je pensais à l'époque. Donc, je me dis, ouais, ah, trop bien et tout, machin. Et puis, petit à petit, je discute avec Junior. Parce que Junior, c'est mon pote. Moi, je demande à Junior, mais vous êtes connus comment? Junior me dit, mais on a vécu ensemble, lui et moi. Et j'ai dit, mais attends, vous vous connaissez au point d'avoir vécu ensemble? Je vous ai dit que ce mec avait beaucoup de vies que je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé à découvrir ses vies au fur et à mesure que j'étais dans sa vie. Capté? Ok. Et Junior avait eu un accident et du coup, voilà, il n'était pas vraiment apte à continuer de vivre ça. Donc, il est parti vivre chez ses parents. Et le ghoster, plutôt que de prendre soin de ce logement-là qu'ils avaient tous les deux, de gérer, ou même simplement de dire, écoute, je ne suis pas en état de le gérer tout seul, donc je vais le rendre, on va faire comme ci, comme ça. Du jour au lendemain, il a disparu. Ça, c'était un gros... Du jour au lendemain, il a
disparu. Mais il a disparu de la vie de Junior. Hein. Donc, le gars, c'est un ghoster professionnel. Il a une expérience de ghoster. Il a un passé de ghoster. Vraiment, lui, dans sa vie, il ghost. Il ghost. Junior me raconte ça, mais encore une fois, moi, je suis dans ma bulle. Je me dis, bon, voilà, c'est quelqu'un de différent. Il est différent aujourd'hui. Et Junior me dit aussi que, bah, écoute, peut-être qu'il a changé. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, on était potes et tout, machin. Ok. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'il a vraiment changé. Surtout que Junior ne me dit pas, ne te mets pas avec. Enfin, voilà. Donc, moi, je me dis, ok, tout va bien. Et je sais pas, mais voilà, petit à petit, moi, voilà, je m'investis un peu dans sa vie. Je décide d'organiser son 25e anniversaire. Donc, je décide de lui faire une surprise. C'est-à-dire d'inviter tous ses amis, même ceux qui habitaient avec lui, là, au village, là où il y a sa mère qui habite, quoi. Je me dis, je vais inviter tout le monde. Donc, c'est ce que je fais. Je commence à écrire. Comme je n'ai pas le numéro de téléphone de tout le monde, il m'a présenté des personnes un peu stratégiques. Donc, je sais que si je touche telle personne va toucher toutes les autres. Si je touche ici, machin. Donc, l'organisation était assez facile, ok? Dans l'organisation, je décide d'inviter Junior. Junior, il me dit, ah! Parce qu'il faut savoir que Junior, c'est quelqu'un qui ne va pas vous rentrer dedans et vous dire que vous faites de la merde. Il va vous amener à comprendre que vous faites de la merde. Mais si vous voulez rester dans votre merde, il va rester là, avec vous, jusqu'à ce que vous soyez prêt à sortir de là. Donc il me dit, oh, tu veux organiser son anniversaire? Je dis, ouais, machin, est-ce que tu viendrais? Il me dit, franchement, je pense que oui, mais je pense pas que je sois la personne qui doive absolument être à cet anniversaire. Et là, il me dit, bah écoute, si tu veux que je vienne à son anniversaire, je pense qu'il faut aussi inviter ses 2 colocataires. Mais avant ça, Junior me dit, écoute, l'histoire des colocataires, là, vas-y doucement. Si tu les invites, fais ça doucement. Parce que ces filles, je les connais, elles ont beaucoup de caractère et elles peuvent te rentrer dedans parce que ça se passe pas très bien. Et là, je me dis, mais si ça se passe pas très bien, pourquoi moi, elles me rentrent dedans? Parce que vraiment, moi, je comprends pas, tu vois. Je me dis, ah, bizarre. Donc, je décide de demander au ghoster, qu'est-ce qui se passe avec ces colocataires? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que machin, etc. Lui, il me dit, oui, ça va. Je dis, mais comment lui, il me dit que ça va? Et Junior, il me dit, c'est bizarre. Donc déjà là, j'ai 2 versions. Ça commence à... Vous voyez que là, je commence à me retrouver vraiment au village de si je savais. Ça commence à être complexe. Au bout d'un moment, je m'énerve et je dis à Junior, écoute, t'es mon ami, explique-moi ce qui se passe. Et donc là, Junior, il m'explique, il me dit, écoute, il est hébergé chez ces meufs-là. À la base, les 2 sont colocataires. Lui, il n'est pas colocataire. Elles ont juste accepté parce que, encore une fois, elles l'aiment bien. Rappelez-vous, c'est quelqu'un que tout le monde aime bien. Elles l'aiment bien. Elles se sont dit, il est dans la galère, il cherche un taf, on va l'héberger, c'est pas grave, il peut venir, il dort sur le canapé, de toute façon il viendra là que pour dormir, comme ça l'évitera de faire 2h30 de trajet pour arriver à Genève, il dort sur le canapé, le matin il va chercher son taf, il fait ce qu'il veut de sa journée, et ensuite s'il a nulle part où se coucher le soir, tranquille, il peut revenir à la maison, c'était ça. Sauf que le mec, il a pris ses aises. Il était bordélique à mort, il laissait ses affaires absolument partout. Il rangeait jamais, il était sale, il mangeait tout ce qu'il y avait dans le frigo. Mais ça, à la limite, c'est pas grave si c'est toi qui fais les courses, si c'est toi qui remets de la nourriture dans le frigo. Pas du tout, il participait pas aux courses, il participait même pas à acheter des produits de ménage, de trucs, il faisait même pas le ménage, rien. En gros, le mec avait 2 boniches à la maison. Déjà, c'était pas chez lui, il payait absolument rien. Tout ce qu'il faisait, c'est squatter le canapé, vider le frigo, utiliser les toilettes. Bah, au bout d'un moment, les meufs, elles pètent un câble. Au bout d'un moment, elles se disent, mais attends, il y a un truc qui va pas. Donc, elles attendent qu'il rentre un soir et elles lui disent, écoute, si tu veux rester là, c'est pas un problème. Il faut que du coup, maintenant, tu commences à participer financièrement. Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu. Du jour au lendemain, je vous promets, du jour au lendemain, il n'allait plus là-bas le soir pour dormir sur le canapé. Il n'allait plus du tout là-bas. Et moi, j'en savais rien. Parce que souvenez-vous, il avait pleuré. Quand il m'avait dit oui, en fait, elle me demande 900 €. Elle ne lui demandait pas du tout 900 €. Tout ce qu'elle lui demandait, c'était de s'impliquer un minimum s'il voulait continuer à avoir le train de vie qu'il avait chez elle. Normal. Le mec a disparu. Il est retourné vivre chez sa mère. En fait, je suis partagée parce que d'un côté, je me dis, Junior, il ne peut pas me mentir. Il a aucune raison de me mentir. Et comme je vous ai dit, je lui confierai ma vie. Et mon mec, quel intérêt il a de me mentir en vrai? Aucun. Bref,
Je me dis, ok, je vais écrire aux filles. Et moi, vraiment, naïvement, dans ma tête, je me suis dit, peut-être que ce serait l'occasion de les rabibocher. C'était pas un très bon move, c'était pas très smart, je le sais. Voilà, c'était compliqué, ok, je fais les erreurs, ça y est. Je décide d'écrire aux deux. Il y en a une qui me répond pas, la deuxième, avec laquelle je suis très amie maintenant, elle me rentre dedans. Ça ne m'étonne pas, c'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise. Nous, les Camerounaises, on fonce la tête la première. Si tu nous plais pas, on te fonce dedans. Donc ça ne m'étonne même pas, elle me fonce dedans. Voilà, elle me fait très bien comprendre que ma belle, c'est mort, ok? Bon, donc là je comprends que c'est chaud. Finalement, je m'entête. J'organise quand même l'anniversaire parce qu'en vrai, à ce stade, les fonds, j'ai engagé des fonds énormes pour cet anniversaire. Donc j'organise l'anniversaire, il est vraiment surpris, tout le monde est content, tout le monde vient, etc., etc. Ça se passe bien, ok? Donc finalement, la vie avance, le cours des choses avance. On a toujours des épisodes où une fois tous les 3 mois, il va avoir un jour comme ça où il ne me répond pas, où il disparaît. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais finalement, en vrai, on a un amour assez linéaire, quoi, assez normal, vous voyez. On a des problèmes, on a des hauts et des bas, mais rien de, voilà. Mais juste dans ma tête, il y a ces petits red flags-là qui commencent à, voilà. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Finalement, il se dit, écoute, dans les magasins de luxe qui embauchent, il y en a beaucoup sur Paris. Donc, il me dit ça à moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Paris. Moi, je me dis, écoute, c'est super. Si vraiment tu penses que sur Paris, tu peux trouver du travail, franchement, n'hésite pas, vas-y. Du coup, c'est comme ça qu'il va à Paris. Il a sa grand-mère qui vit à Paris, donc il va vivre chez sa grand-mère. Et vraiment, je me souviens que quand il arrive à Paris, il trouve rapidement un travail. Genre, vraiment vite. Il trouve rapidement un travail dans une grande enseigne en plus. Et donc, il va au travail, etc. Et si vous connaissez Paris, vous connaissez les transports, les trucs. Franchement, les transports, c'est drainant, c'est épuisant. Et là, on se parle de moins en moins. Déjà que le mec, c'est vraiment quelqu'un qui, comme je vous ai dit, comme ça, de temps en temps, il ne répond pas, il ne touche pas à son téléphone. Mais alors là, c'est hyper récurrent. Et j'ai toujours droit à la même excuse. En fait, avec la journée de travail et les transports en fin de journée, je suis épuisée. Et là, pour moi, franchement, ça devenait lourd. Et en fait, je pétais de plus en plus des plombs. Donc, on était dans une dynamique qui n'était vraiment pas saine, quoi. C'est aussi la phase où moi, je commence à me poser des questions, à me dire, écoute, moi, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ci, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je change. Enfin, voilà, finalement, comme je vous ai dit, je trouve une école à Paris. Et là, je me dis, mais bénef, non seulement je trouve une école à Paris, la rentrée, c'est une rentrée qui arrive plus loin, ma cousine, elle va m'héberger. Quand je viens à Paris, c'est lui qui m'accueille. Et donc, je le présente à ma cousine. Ma cousine, encore une fois, elle l'aime beaucoup. Parce que tout le monde l'aime beaucoup. Ma cousine, elle l'aime beaucoup. Il comprend que voilà, je vais être hébergée chez ma cousine. En plus, quand j'arrive, c'est le moment où ma cousine, elle part une semaine au Sénégal, je crois. Donc, elle me dit, honnêtement, comme il habite super loin et qu'il va au boulot dans Paris, peut-être rester tous les deux chez moi. Comme ça, pour lui, ce sera plus simple. Et vous allez passer du temps ensemble vu que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Bonheur. Genre, je suis à Paris avec lui. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il est très distant. Enfin, c'est très bizarre. Et après, il a un comportement normal. Sauf que, je vous ai dit, je suis quelqu'un d'intuitif. Je suis hypersensible. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un à qui vous avez forcément besoin de dire « je ne vais pas bien ». Je vais le voir. Je peux savoir que ça ne va pas parce que vous respirez différemment, parce que votre démarche a changé, parce que vous vous asseyez différemment. C'est des petits détails comme ça que moi, je vais voir, mais que j'ai du mal à expliquer aux gens. Ce qui fait que, j'allais pas forcément lui dire, je sais que ça va pas bien parce que tu respires différemment. J'allais passer pour une folle, vous voyez. Donc du coup, je me battais avec ce truc au fond de moi où je me disais, il y a un truc qui va pas. Mais sauf que moi, je rentrais, je savais pas encore, mais j'entrais dans une étape de ma vie qui allait être très vulnérable. Où vraiment les choses allaient se compliquer parce qu'à Paris, les choses se sont compliquées pour moi. Et je vivais une période où il devait être là pour moi. J'avais pas de taf, j'avais pas forcément de quoi manger. Techniquement, il devait tout gérer. Parce que vraiment, moi, dans une relation, c'est comme ça, c'est qu'on a des bas et des hauts. Et quand il y en a un qui a 5%, l'autre doit donner le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, genre, il n'a rien fait. Il n'était pas là du tout. Au contraire, je devais le courir après sur WhatsApp. Je devais le courir après, mais genre, vraiment pour tout. Et il y a eu une période, je pense, en octobre,
Ouais, vers octobre, parce que moi je suis arrivée, je vous ai dit en septembre. On a tenu, je pense, un mois où on était bien, donc septembre, octobre. Vers novembre, ça a un peu commencé à basculer. Il a eu une période où pendant une semaine, il ne m'a pas calculé. Je pense que c'était son pré-ghostage. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un pré-ghosting. C'était un pré-ghosting, honnêtement. Mais je me suis dit, c'est bizarre. J'ai insisté, insisté, insisté. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que je ne savais rien de lui. Je savais qu'il habitait à Paris chez sa grand-mère. Je ne savais pas du tout où vivait sa grand-mère. J'avais jamais rencontré sa grand-mère. J'avais jamais rencontré sa mère. Enfin, vraiment, genre, j'étais complètement démunie. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas faire une descente chez sa grand-mère. Je n'avais aucune idée. À la fin de cette semaine, il est redevenu normal. Il me dit, oh pardon, désolé, j'étais dans une phase et puis j'avais besoin un peu de me rapprocher de Dieu, machin, cette histoire de Dieu. Bref. En fait, moi, à ce moment-là, j'étais tellement vulnérable et j'avais tellement besoin de quelqu'un qui connaisse un minimum Paris que je me suis accrochée. Et je sais que j'aurais dû me détacher, mais à ce moment-là, c'était la seule personne que j'avais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez déjà été quelque part où vous n'avez personne, vous n'avez aucun repère. Bah, j'étais comme ça. Et le fait de me dire que j'avais mon copain, ça m'aidait beaucoup. Donc je me suis accrochée et je me disais, peu importe son comportement, tant qu'il est là, ça va. Grosse erreur. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'on discute. Je ne sais pas ce que tu as à faire, j'en ai strictement rien à cirer. Si tu ne veux pas que je débarque dans ton travail, que je casse tout, à la fin de ton travail, tu viens. Parce que lui, il savait où habitait ma cousine. Donc il est venu, on est sortis, on a discuté. Et là, il m'a dit, ah, je suis désolée, machin, je vais faire des efforts, je vais m'améliorer, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bref, donc je l'ai cru. Et surtout, vu que pendant une semaine, 2 semaines, juste après notre conversation, il était parfait. Je me suis dit, franchement, cette fois-ci, c'est bon. Il a compris, on repart sur de bonnes bases. Tout va bien, on est au max, etc. La semaine d'après, ce mec a littéralement disparu. J'ai écrit, j'ai fait des vocaux, j'ai appelé. Dites-vous, je pleurais tous les soirs. Et il y a eu une période où ma cousine avait dû partir à Hong Kong. C'était juste avant le début du confinement. Genre, et vous allez vite comprendre ce que j'ai vécu. C'était juste avant le début du confinement qu'il avait commencé à ghoster. Et je ne l'avais pas dit à ma cousine parce que le comportement de ma cousine commençait à changer et j'avais senti qu'elle ne serait pas un soutien pour moi dans cette épreuve. J'avais senti que j'allais être seule de toute façon. Donc ma cousine est partie à Hong Kong et mon cauchemar, littéralement mon cauchemar a commencé. Pour que vous compreniez de manière très pratique, financièrement, j'avais absolument rien. Les stages en France, soit ils ne sont pas payés, soit ils sont mal payés. Le stage que je faisais n'était pas du tout payé. Toutes les économies que j'avais ramenées de la Suisse, je les avais dépensées pour payer ma première année d'études. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris le principe de payer de manière échelonnée, c'est-à-dire payer un tout petit peu, un tout petit peu. J'avais pas compris ça. Et je ne voulais pas être dans les dettes avec mon école, donc j'avais payé mes études. Du coup, en fait, parfois, quand je dis aux gens que je n'avais pas un rond, ils ont du mal à comprendre. Je n'avais pas un rond. C'est-à-dire que je passais des journées entières sans manger. Il ne faut pas pleurer, ma belle. Je me nourrissais uniquement à l'eau. Et tous les soirs, je m'endormais en pleurant. Mais genre vraiment, je pleurais. Et ce mec, je le suppliais par message. Je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginable. J'ai eu la colère, j'ai eu le déni, j'ai eu la tristesse. Il me manquait, je ne comprenais pas trop ce que je vivais. Enfin, je me suis surtout la culpabilité. Je me suis sentie hyper coupable. Je me suis dit, purée, pourquoi est-ce que je lui ai crié dessus la première fois quand il a fait ça? C'est ma faute. Enfin, vraiment, genre, je suis rentrée dans une spirale. Je suis désolée, j'essaie de ne pas pleurer, mais je suis rentrée dans une spirale dans ma tête qui était hyper difficile à gérer. Ce qui était encore plus compliqué, c'est que je ne pouvais pas en parler. En fait, j'avais le sentiment que je ne pouvais pas en parler. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est quelqu'un que tout le monde aime beaucoup. Et c'est une personne que personne ne soupçonne jamais de rien. Et quand lui et moi on est à côté, vous avez tendance à penser que la folle c'est moi, la bizarre c'est moi, alors que pas du tout, c'était lui. Sauf que lui, il cachait bien son jeu. Et en fait, si je disais aux gens, voici ce par quoi il me fait passer depuis quelque temps, personne n'allait me croire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Personne n'allait me prendre au sérieux parce que pour tout le monde, ce mec, il est parfait. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai commencé à appeler ses amis. Parce que
Vous savez, quand quelqu'un vous ghost, j'espère que vous n'avez jamais vécu ça, mais quand quelqu'un vous ghost, déjà vous avez la culpabilité, ok? Mais il y a un truc que moi, j'avais pas anticipé, c'était l'inquiétude. J'ai commencé à m'inquiéter pour lui parce que je me suis dit, en fait, ce mec prend les transports tous les jours. En ce moment, c'est un petit peu compliqué les transports. Nanana, nanana, nanana. Peut-être qu'il lui arrivait un truc. En fait, j'en étais à un stade où je me disais, il peut pas juste ne plus me parler. Il lui est peut-être arrivé un truc, peut-être qu'il a fait un accident, peut-être qu'il est dans le coma quelque part. Je sais que c'est dramatique, mais c'est vraiment comme ça que je me sentais. Et donc, j'ai commencé à appeler les gens autour de moi. Vu que je ne sais pas où habite sa grand-mère, je n'en sais rien. Donc, j'écrivais aux gens. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est humiliant? Genre vraiment, j'étais là à écrire à mes potes en mode, en fait, est-ce que... est-ce que vous savez où il est? Est-ce qu'il vous a écrit dernièrement? Est-ce qu'on me disait, mais non, est-ce que ça va? Elle me dit, oui, oui, ça va. Et j'étais obligée de dire, oui, oui, ça va, pas de souci. Et il y a certains de ses potes, littéralement, qui m'envoyaient une capture d'écran de leur conversation où le mec, il y a 2 minutes, il leur envoyait un mème. Le gars est en vie, il ne veut juste pas me parler. Quand une relation se termine avec une personne, souvent, vous prenez le temps d'en discuter et de vous dire, écoute, ok, on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. Ou même la personne prend la décision, elle vous en informe et vous acceptez sa décision. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, j'avais rien. Je n'avais rien. Il n'y avait même pas de fin. Donc moi, dans ma tête, je ne savais même pas si c'était fini. Genre, je vivais en apnée. J'allais à l'école, j'étais en apnée. J'allais travailler, j'étais en apnée. Et dites-vous que je vivais tout ça. Et je ne me nourrissais pas. En soi, j'aurais pu vivre ça en ayant quelqu'un pour m'épauler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait de n'avoir personne à ce moment-là, c'était dur. Et je le faisais quand même. Et je le faisais quand même. Le pire, c'est que je l'ai dit ni à mon père, ni à ma mère, ni à mes frères, ni à mes amis. C'est-à-dire que personne, littéralement personne ne savait que je vivais ça. Genre vraiment, j'étais solo. Je pense que ma cousine, elle revient vers le 9 ou le 10. Elle revient vers le 9 ou le 10 février, par là, elle revient. Et en fait, elle me trouve dans un état lamentable. C'est-à-dire que j'ai perdu 11 kilos. J'ai perdu 11 kilos en même pas 3 semaines. Elle m'a trouvé dans un état genre bizarre. Mais comme elle-même, elle avait déjà ses ressentis par rapport à moi, elle ne s'est pas plus impliquée que ça, vous voyez. Éventuellement, elle a fini par se rendre compte qu'il se passait quelque chose parce que, comme je vous ai dit, je pleurais tous les soirs. Évidemment, vous vous souvenez, février 2020, on a été confinés dans un pays où je n'ai personne, où je ne connais personne. Il faut quand même que je performe à l'école, il faut que je performe à mon stage, il faut que je survive. Vous savez qu'il y avait des moments où je m'endormais en me disant je veux juste que ma mère me fasse un câlin. Genre, je veux juste... Et j'ai eu des moments où j'étais tellement low. Ah ouais, ça c'est compliqué. J'ai eu des moments où j'étais tellement au fond du trou que honnêtement, j'ai pensé au pire. Peu importe ce que le pire veut dire pour vous, j'ai sûrement pensé à ça. Et j'ai fait une fois un appel au secours et c'était à ma mère. Et ma mère n'a jamais su. Ma mère n'a jamais su ce que je vivais. Elle avait compris que c'était un appel au secours et elle n'avait pas posé de questions. Et je me souviens, je pense qu'il devait être 2h du matin, quelque chose comme ça. En appelant ma mère, dans ma tête, je me disais, elle va me sortir de la fente. Je sais pas comment vous expliquer. Je voyais personne d'autre pour m'aider. Et quand je rentrais dans des spirales comme ça, c'est que ce mec, je lui avais écrit. J'avais écrit, envoyé des audios, des vocaux. Rien. Et du coup, en fait... je rentrais dans des rallyes de... Il ne faut pas faire ça, honnêtement. Je rentrais dans des rallyes de messages. Et plus j'envoyais de messages, et plus je me sentais mal. Et donc, plus j'étais low dans mes émotions. Et ce soir-là aussi, j'avais envoyé un rallye de messages. Et vraiment, je vous promets que j'ai touché le fond. Comme par hasard, le téléphone de ma mère ne sonne même pas 2 fois. Elle décroche. Et elle décroche avec un air... je sais pas comment vous expliquer. Dans sa voix, j'entends comme si elle attendait que j'appelle. Elle me répond comme ça. Tout ce qui sort de ma bouche à ce moment-là, c'est maman. C'est tout. C'est tout. Je n'arrête pas de dire maman, maman, maman. Et je pleure. Mais quand je vous dis que je pleure, waouh! Waouh. Vraiment, à ce moment-là, ce que je pense maintenant avec du recul, c'est que en fait, Dieu savait que si je m'étais endormie toute seule, ce jour-là, je ne me serais pas réveillée. Il savait. Et donc, ma mère est restée au téléphone
toute la nuit. Genre, on est resté vraiment jusqu'au lendemain. Elle est restée là toute la nuit. En fait, à ce moment-là, elle ne m'a pas posé de questions. Elle ne m'a pas posé de questions, elle m'a juste laissé pleurer et hurler. Je n'ai fait que pleurer et crier. Et dire maman, maman, maman. Et donc là, elle m'a dit, bah écoute, je vais prier. Et donc là, ma mère, du coup, elle prie. Et je me sens mieux, quoi. Enfin, je me sens un peu plus légère. Et je vais à mes occupations de la journée, quoi. Mais je vous dis que même là, je n'ai pas dit à ma mère ce qui m'arrivait. Après ça, je me suis résolue à ne plus lui écrire. Mais j'avais rédigé un long message où je lui disais, écoute, ce message, c'est le dernier message que je t'envoie. Je te laisse jusqu'à mercredi. Il me semble que j'avais écrit un dimanche et je lui avais dit que je le laissais jusqu'à mercredi de la semaine qui arrivait pour se manifester, pour me répondre et pour qu'on ait une conversation, vous voyez. Passer ce délai, n'essaie pas de me contacter, n'essaie pas de me rappeler parce que j'aurais bloqué ton numéro, n'essaie pas de répondre à ce message sur WhatsApp parce que tu seras bloqué. Donc, passer mercredi, je crois que j'avais dit mercredi 18h, il me semble, passer mercredi 18h, vraiment, c'est fini. Et honnêtement, je me dis même en envoyant ce message-là que, enfin là, il va au moins me dire oui, c'est fini. Enfin, je sais pas, en fait, à ce moment-là, vraiment, je me dis, bah peut-être qu'il va vraiment se dire que nous deux, c'est fini. Oui, il va vraiment me confirmer que nous deux, c'est fini. Genre vraiment, moi, je suis perdue. Je suis vraiment perdue parce que je suis vraiment en mode dis quelque chose ou fais quelque chose ou j'en sais rien. Il ne répond pas. Franchement, je suis contente d'avoir traversé ça. Non pas sans pleurs, parce que j'ai beaucoup pleuré. J'en ai pas parlé. En fait, c'était ça aussi. Je pense que le fait d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir en parler, ça rendait les choses vraiment difficiles. Donc j'ai tout gardé pour moi. Et je me souviens avoir dit à mes copines que c'était fini en mars, je crois. Mars, avril. Ouais, en avril même, il me semble que j'avais dit à mes copines que c'était fini. Alors que je lui avais écrit fin février. Hein. Et je me souviens même plus si mes copines savent que c'est parce qu'il m'avait ghosté. Je me souviens pas. Je sais pas si j'avais dit à mes copines que bah, c'est fini parce que c'est fini, ou si je leur avais dit ouais il a disparu et je me suis arrêtée là. Et en plus de ça, comme tout le monde l'aimait, tout le monde avait l'impression que vraiment c'est le gars parfait, c'est le gars trop bien, il pourra jamais faire ça, etc. J'avais pas envie d'entendre ça. Vous comprenez? Genre je n'avais pas envie qu'on me dise ah ouais? Sérieux? Non. Je l'imagine tellement pas comme ça parce que c'est vraiment ça que les gens auraient dit. C'est tout. Franchement, c'est tout. Je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté de me sentir triste par rapport à lui. Je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté d'avoir du ressentiment. Je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté de me sentir coupable. Je sais juste que j'avais eu un énième mental breakdown. Et pendant ce mental breakdown-là, non seulement j'avais pleuré, mais j'avais prié. Ma prière, je m'en souviens, c'est « Seigneur, j'en peux plus ». Et quand je me suis réveillée le vendredi, je me sentais tellement légère. En fait, on aurait dit que quelqu'un avait porté, vraiment avait soulevé tout ce qui était là sur mes épaules depuis des mois. Et je me suis sentie tellement légère. Je me souviens de m'être réveillée tellement heureuse. J'étais tellement bien, j'avais du peps. Genre vraiment, rien à voir. Le jour et la nuit, la ND là, de vendredi n'avait rien à voir avec la ND de jeudi, ok? La ND de jeudi qui avait pleuré toute la journée et s'était endormie en pleurant, c'était pas la ND de vendredi. Hein. Vraiment, vendredi, j'avais du peps. J'étais genre, pump it up, je vais tout conquérir Paris là. Je vais aller, je vais dead ça à l'école à partir de maintenant. Je vais dead l'école. Genre vraiment, je me suis levée genre. Le 15 avril 2020, je reçois un mail. Je vais vous lire ce mail et vous allez me dire si dans ce mail, vous comprenez quelque chose. Je ne t'ai pas écrit avant car je n'étais pas en paix avec cela. Je t'aurais écrit sous le coup de ressentiments qui n'auraient pas eu leur place. Ton moment n'était pas le mien pour parler. Sous-entendu, ça fait 4 mois que tu me harcèles. Pendant les 4 mois, moi, j'étais pas du tout prête à te parler. Merveilleux. Là, j'ai eu à cœur de t'écrire pendant une prière. Souvenez-vous, un frère en Christ, fervent serviteur, n'est-ce pas? Ok. Il y a eu nettoyage de ressentiment. Lucky you. Lucky you, bitch. On a passé beaucoup de temps à communiquer sans se comprendre. On a communiqué comment, ma belle? On a communiqué comment?
Ça fait 4 mois que tu dis pas un mot. Tu as communiqué où? On a passé beaucoup de temps à communiquer sans se comprendre. Exprimer de l'amour que l'autre ne reçoit pas, etc. C'est tout ce que j'ai à faire pour cette partie-là. Pour ma part, donc pour lui... attendez. J'avais pas... wait! Pour ma part, entre parenthèses, peut-être la tienne également, mettre en sourdine les réponses de Dieu quant à cette relation. Donc, le gars, il nous dit oui, parce que maintenant c'est nous, enfin c'est vous et moi, ça date d'avril 2020, mais là on vit la chose ensemble. Donc là, le gars est en train de nous dire là que notre relation n'était pas bonne pour Dieu et on a mis en sourdine l'avis de Dieu pour cette relation. Est-ce que vous sentez le degré du culot? Continuons la lecture avant que mon cœur n'explose ici. Je m'y suis accrochée autant que je pouvais. Poser des questions. Retarder l'échéance avec un espoir que Dieu change d'avis. Est-ce qu'il est en train de me dire que c'est Dieu qui l'a dit de me ghoster là? Le fait de l'avoir simplement invité, Dieu, parce que attention, l'avoir, il a mis un L majuscule. Le fait de l'avoir simplement invité sans en avoir fait la pierre angulaire de cette relation est une des raisons, mais pas que. Une des raisons de quoi? Il parle de quoi là? Oh putain. J'ai beaucoup été dirigée par les émotions depuis 1 an et demi. Oui, parce que je vous ai dit, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on est ensemble. Et c'est incompatible avec le fait de marcher avec Dieu. Continuons ça. Le fait que tu écrives, c'est ici vraiment qu'on atteint le summum du culot. Là. Alors attendez, je vous reprends le paragraphe pour que vous compreniez bien comment ça va s'emboîter dans le paragraphe, ok? J'ai beaucoup été dirigée par les émotions depuis 1 an et demi et c'est incompatible avec le fait de marcher avec Dieu. Le fait que tu écrives que c'est fini par WhatsApp a été cette réponse à mes prières la plus efficace possible. Parce que ces réponses, S majuscule, donc sous-entendu les réponses de Dieu, ne tapaient pas assez jusque-là, visiblement. Donc là, le mec est en train de me dire que depuis le début, Dieu lui dit d'arrêter la relation. Il n'arrête pas la relation parce qu'il agit avec ses émotions. Sauf qu'un jour, il s'est rendu compte que le fait d'agir avec ses émotions ne colle pas avec sa marche avec Dieu. Vraiment, j'ai envie de rire parce que c'est tellement du bullshit. Ça ne colle pas avec sa marche avec Dieu. Ok? C'est ça qu'il dit là. Et finalement, le fait que moi, je lui dise que c'est fini par WhatsApp, c'est beaucoup plus fort que les arrête de Dieu. Moi, dans ma tête, je me dis, sa prière à Dieu, c'est Seigneur, si cette femme, ce n'est pas la femme de ma vie, envoie-moi un signe. Et le signe de Dieu, ce serait moi qui lui dis que c'est fini sur WhatsApp. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est absurde? Est-ce que vous réalisez à quel point c'est absurde? Ouais, je m'étouffe. Tellement c'est absurde. Attendez, je bois mon thé. Si on vous a ghosté, ok, si vous avez déjà vécu cette expérience, si vous êtes en train de vivre cette expérience, j'aimerais vous dire quelques mots que j'aurais aimé entendre, quelques mots que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à ce moment-là. Premièrement, ce n'est pas de votre faute. Essayez de vous sortir de la culpabilité. Je sais que c'est difficile, ça prend du temps, mais soyez patient, ça finira par venir. La deuxième chose, c'est que peu importe ce que vous ressentez en ce moment, peu importe ce que vous allez ressentir après, ça va passer. Encore une fois, je sais que c'est dur. Je sais que là où vous êtes en ce moment, ce que vous ressentez en ce moment, ce que vous vivez en ce moment, vous donne l'impression que c'est la fin du monde, que c'est la fin de tout, que c'est la fin de votre vie. Ce n'est pas vrai. La lumière est juste là. N'abandonnez pas, continuez de marcher, continuez de courir. Je sais que vous êtes essoufflé, je sais que c'est dur, je sais que tout ce que vous voyez en ce moment, c'est du brouillard, c'est noir, mais je vous promets que la lumière est au bout du tunnel. Ensuite, autre chose très importante,
essayez de parler. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Trouvez quelqu'un et parlez. Ouvrez-vous, dites quelque chose. Si vous avez du mal, écrivez. Si vous ne pouvez pas écrire, faites de la peinture, allez marcher, lisez, écrivez, chantez. Faites comme vous pouvez. Mais s'il vous plaît, extériorisez. Dernière chose que je pense que j'aurais aimé que quelqu'un me dise, c'est que je suis aimée et que j'ai de la valeur. Ce que j'aimerais dire à toi qui as vécu ce que j'ai vécu, à toi qui vis peut-être ce que j'ai vécu, tu es aimé, tu as de la valeur. Si tu as un doute, parce que je sais que quand on passe par cette phase-là, on a un doute sur qui on est, ça nous shoote notre confiance en nous. On se demande si quelqu'un nous aime, on se demande si on en vaut la peine. On en vient même parfois à penser que le monde se porterait mieux si on n'est plus là. Ce n'est pas vrai. Ok? Ce n'est pas vrai. Les gens t'aiment, les gens sont là pour toi, les gens sont prêts à t'aider si tu les laisses. Dieu t'aime aussi. Et surtout ça, Dieu t'aime. Et il sera là, même si tout ce que tu as à lui dire, c'est des larmes. Il sera là. Il sera là, même si tout ce que tu as à lui dire, c'est des reproches. Il sera là, même si tout ce que tu as à lui dire, c'est un silence et un soupir. Il va t'aider. Ok? On est passé par beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Waouh! Ça nous a giflé cette histoire. Ouh! Ça y est, je pense que je vous ai tout dit. C'était la story time du ghoster. Enfin, je ne sais pas si c'était une story time, en tout cas, c'était la story time du ghoster. J'ai envie de vous dire que j'ai eu du plaisir à vous la raconter, mais je suis passée par tellement d'émotions que je ne sais plus. En tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler. C'était vraiment comme une session de thérapie, parce qu'en réalité, c'est une partie de ma vie que je n'ai jamais dite comme ça, à haute voix. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien de le dire à haute voix. Ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler. Donc, voilà. Je vous laisse là. On se retrouve dimanche prochain. Pas à la même heure, mais au même endroit. La bise, moi.